Amis téléspectateurs, J'ai entendu ça aux infos. Les réseaux sociaux, on est très fiers. C'est intéressant. Il est 9h40, l'instant M, c'est parti et profitez-en. Merci d'être avec nous ce soir. c'est ça quand on est en direct. Pourquoi avons-nous l'impression qu'une campagne est une lessiveuse de la parole politique ? Médiatiquement, ça brasse, ça mousse jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. Électoralement, ça donne le sentiment que ça se passe ailleurs. Pourquoi un tel décalage entre le vacarme médiatique engendré et le poids des mots prononcés ? Quoique, le résultat d'hier soir laisse la question se reposer entièrement. S'exprimer dans les médias fait-il gagner des voix ? Les médias font-ils eux-mêmes l'élection ? Comment s'en servir quand on est candidat ? Comment articuler l'agenda politique et l'agenda médiatique ? Bilan des 2 mois qui s'achèvent, perspective de l'année à venir. Avec Arnaud Benedetti, chercheur, vous enseignez à la Sorbonne et vous venez de publier Communiquer, c'est vivre avec Dominique Bolton aux éditions du Cherche Midi. C'est ça, bonjour à vous. Et Arlette Chabot, éditorialiste politique qu'on ne présente plus. Bonjour Arlette Chabot. Vous revenez un petit peu à la maison, c'est ce que j'ai cru comprendre ce matin quand je vous ai vu dans les couloirs retrouver le chemin du studio. Voilà, aujourd'hui sur LCI et ancienne directrice de l'information sur France 2. Et puis bonjour à vous tous, #Instant M. Les médias sur France Inter, c'est l'Instant M par Sonia De Villers. Vous le vivez chaque saison si vous aimez ça. Regarder du sport à la télé est devenu un sport de riches. 5% des heures de sport diffusées à la télévision française en 2015 l'ont été sur des chaînes gratuites, 5% seulement. Le sénateur David Assouline vient de remettre au ministère de la Culture et de la Communication un rapport sur le sujet, pointant notamment la directive qui oblige chaque année un certain nombre d'événements à être retransmis en clair. C'est le cas, vous savez, par exemple, des Clés Bleues sont en finale d'une compétition de hand ou d'une compétition de basket. Eh bien, cette liste, obsolète, on vous en a déjà parlé plusieurs fois dans l'Instant M, va être totalement remaniée. Il était temps. Par ailleurs, si France Télévisions doit demeurer un acteur de référence dans le sport, David Assouline préconise que ces chaînes puissent couper les retransmissions par de la pub après 20h, voire qu'une chaîne du groupe devienne la référence en matière de sport. Enfin, le sénateur envisage que le CSA, et ça, ce serait une nouveauté, et je peux vous dire que ça n'est pas gagné, joue son rôle de régulateur dans les appels d'offres de droits télé auprès des ligues. Bertrand Meheux, toujours dans le reste de l'actu média, ancien président du directoire du groupe Canal, remercié par Vincent Bolloré l'année dernière, va rejoindre SFR en tant que vice-président du conseil d'administration, un poste créé sur mesure pour lui. SFR appartient à Altice, donc à l'homme d'affaires Patrick Drahi, qui investit massivement sur le marché de la télé et des droits sportifs. On y revient, et pourquoi pas dans le cinéma. La nomination de Meheux laisse le présumer. Nous voici en train de décortiquer le bilan médiatique de cette séquence électorale. Elle ne s'est pas encore achevée. Nous sommes dans l'entre-deux tours de la primaire de la droite et du centre. Alors, les petites phrases sont un classique de l'élection, un classique de la campagne électorale, au rayon alimentaire, s'il vous plaît. On dit tout et son contraire là-dessus. D'abord, est-ce que c'est un revenu véritablement universel ? Est-ce que tout le monde va le toucher ? De Madame Bettencourt jusqu'à la vendeuse de presse unique. Combien coûte un pain au chocolat ? Écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et pendant une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. Voilà, des frites, du pain au chocolat et des pains au chocolat et du jambon au rayon alimentaire de prix unique. Les petites phrases, je l'ai dit, c'est pas nouveau, mais que les Français ont-ils retenu d'autres ? Que cette primaire a-t-elle bâti en matière d'idées, de pensées, de programmes politiques ? C'est un vacarme assourdissant, une campagne électorale à l'heure des chaînes d'infos et des réseaux sociaux. Pour vous, Arnaud Benedetti, c'est un vacarme assourdissant, vidé de sa substance.
Je pense aujourd'hui qu'on est face à un triple phénomène. Le premier phénomène, c'est que les politiques sont de plus en plus dépendants du système médiatique, que le système médiatique traditionnel, celui de la presse écrite, des médias audiovisuels, est de plus en plus dépendant de cet objet technique extraordinaire qui est Internet. Et on a une troisième dépendance qui est celle des communicants qui sont eux-mêmes dépendants de ce système. C'est intéressant parce que c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire que là où les communicants aidaient l'homme politique à bâtir une stratégie électorale, aujourd'hui finalement, ils ne servent plus qu'à une chose, c'est à inscrire leurs candidats dans un agenda médiatique envolé à toutes dans une course effrénée. Oui, parce que les médias construisent d'une certaine manière l'offre politique, construisent la scène politique et de fait, les communicants ont pour mission ou pour vocation d'inscrire de la manière la plus visible et la plus réactive qui soit leurs candidats dans cet agenda médiatique. C'est une vraie question la plus réactive qui soit, parce que ça fait des candidats qui sont obligés de réagir sur tout le temps et partout. C'est bien le problème. Je crois que la grande rupture, c'est d'abord le concept de toute info qui est antérieur à celui d'Internet. Et ensuite, Internet va vraisemblablement renforcer cette profusion permanente d'actualité, cette profusion permanente d'informations qui change notre conception, qui change notre représentation même de la réalité. Et indéniablement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les hommes politiques réagissent tout le temps, toujours, et surtout. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau. Sur tous les sujets, ils interviennent. Arlette Chabot, vous avez l'impression qu'il y a une question comme ça de survie dans l'espace médiatique, qu'un homme politique en campagne se doit d'être partout, tout le temps, et de réagir sur tout et à tous les sujets, et que ça provoque des effets pervers, d'une certaine manière? Oui, il y a un piège, évidemment. L'accélération, on répond à tout et parfois on dit une bêtise. Mais je trouve qu'au fond, cette campagne de la primaire, c'est le succès d'un média bien traditionnel qui s'appelle la télévision, la bonne télé, parce qu'au fond, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a changé les choses? Alors Ce sont justement, les débats télévisés, où on a vu test comparatif, comme on dit chez au les nombre de consommateurs. 3, et il y en a un qui va 3 arriver débats. bientôt. Donc c'est ça qui a fait bouger totalement les lignes et a donné de la puissance qu'on constate aujourd'hui à François Fillon. C'est là qu'il est apparu. Et en plus, d'autres émissions importantes organisées sur le service public, France 2, où François Fillon a fait une bonne émission, sur des chaînes publiques, M6, où on a découvert un autre François Fillon. Donc finalement, on se dit, oh, la télé, c'est démodé, c'est fini, tout se passe sur les réseaux sociaux. Alors il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais la télé... Donc vous mettez M6 et Karine Le Marchand. Non, je dis que c'est des petites touches. Je ne dis pas que c'est la même chose, évidemment. Je dis que c'est des touches différentes en ce qui concerne M6. Mais que ça contribue aujourd'hui à faire l'image d'un candidat. Aujourd'hui, ça contribue évidemment à faire l'image. Je veux dire, quand François Fillon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a pris des coups de gueule contre les médias, contre des émissions. La fin de l'émission sur France 2. Eh ben, on va l'écouter. Voilà. François Fillon sur France 2 face à David Pujadas. François Fillon, est-ce que je peux faire une remarque? Allez-y. Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. On n'est pas des commentateurs, on n'est pas là pour s'interpeller les uns entre les autres. Il y a eu des discussions avant cette émission et c'est la position que vous avez prise. C'est tout le problème de la conception que vous avez de plus en plus de ces débats. C'est une conception qui est une conception en termes de spectacle, pas en termes de fond. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de spectacles ce soir. Je vous dis simplement, on a été au fond des choses. Mais je vous dis simplement que les Français, ils veulent savoir ce que le futur président de la République va faire en matière de santé, sur les questions qu'on vient de balayer en 30 secondes. Alors, permettez-moi, si vous voulez, moi je vais commencer en disant que je voudrais qu'on réforme profondément la politique de santé de notre pays. Peut-être que mes amis pourront intervenir sur ce sujet. Voilà, alors là, clairement, François Fillon prend à 3 titres la parole, c'est-à-dire qu'il prend la parole, et quand il dit « nos amis », c'est-à-dire qu'il se pose clairement en leader à ce moment-là, et il s'oppose aux journalistes, et il refait les règles du débat télé, qui est précisément le lieu où il a émergé, Arlette Chabot. Oui, vous savez, François Fillon, il n'aime pas beaucoup les médias, il n'aime pas non plus les sondages, et il est celui qui trace sa route, et effectivement n'aime pas du tout la scène médiatique, encore une fois. Et donc là,
bien joué, parce que dans le débat, il prend le pouvoir, en quelque sorte, sur les journalistes. Donc il y a leadership, j'allais dire, sur ses concurrents. Et en plus, face aux journalistes, là, il tape du poing sur la table. Et comme à la fin d'une émission sur France 2, il tape aussi du poing sur la politique. table en disant non, l'humour, franchement, on n'est pas là pour la ça. fin de l'émission politique se conclut avec le billet de Charline Vanhoenacker. Voilà. Et David Pujadas fait réagir François Fillon qui dit mais un humoriste n'a rien à faire à la fin d'une émission politique. Alors, on aurait pu dire avant, quel rabat-joie, ce François Fillon, c'est d'ailleurs ce qu'on disait de lui avant. Et du coup, là, ah non, comme en ce moment, médias, divertissement, spectacle, ça marche pas. Et bien là, on dit, ah, il est vraiment sérieux ce type. Il est vraiment sérieux. Il va néanmoins se vautrer sur le canapé de Karine Le Marchand où il parle épilation des sourcils. Mais il se livre à cet exercice, lui aussi, peut-être comme Alain Juppé, hésiter avant de le faire. Mais alors, c'est le passage obligé quand même, il ne peut pas dire non à tout. Mais franchement, là aussi, il donne quand même une image aussi de sérieux avec un petit sourire. Donc là, c'est la contrepartie. Il humanise un peu sa personnalité. Alors, donc il est sérieux, il avance Arnaud tout seul. Benedetti, Il y a juste la petite comme Arlette Chabot, les débats télévisés ont permis à François Fillon d'émerger et que là, la télévision a joué un rôle. Ce qui est sûr, c'est que le succès de Fillon, c'est le succès d'une com qui est beaucoup plus maîtrisée en apparence que celle de ses concurrents. Ça, je crois que c'est extrêmement important. D'une communication plus maîtrisée, plus sobre aussi. Plus sobre, plus rigoureuse en apparence. Quand on regarde les programmes de Sarkozy et de Fillon, ils ne sont pas fondamentalement différents, mais la grande force aussi de Fillon, c'est d'avoir fait oublier dans cette affaire qu'il avait été quand même le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et la raison pour laquelle il a fait oublier, disons, le fait d'avoir été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy, pendant le quinquennat qui a été le sien, a été un quinquennat d'hyper-présidence, a été un quinquennat d'hyper-communication. Oui. Et Nicolas Sarkozy a de fait oublier quasiment le rôle du Premier ministre durant ce quinquennat. Et vraisemblablement, François Fillon s'est engouffré dans cette brèche et a indéniablement mieux maîtrisé sa communication et fait oublier ce passé qui aurait pu lui revenir en boomerang dans le débat. Il y a eu aussi le coup de gueule. Qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen de la part de Fillon? Et ça, c'est pas une petite phrase comme une autre. Non, mais c'était très habile au fond, parce que depuis 2012, il cible beaucoup Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, on lui avait reproché, c'était un handicap. On disait dans un premier temps, quand on a été Premier ministre pendant 5 ans, on manifeste un peu de solidarité. C'était pas le cas. Donc au fond, à la rentrée, il choque même ses amis en sortant cette petite phrase et en visant Nicolas Sarkozy. Mais vous avez remarqué dans les débats, le seul qui ne cible plus Nicolas Sarkozy, alors que Jean-François Copé en fait la cible permanente, et Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres, et Bruno Le Maire, c'est lui. Il assume même la fierté d'avoir dirigé un gouvernement pendant 5 ans. Donc c'est très subtil. Il y a je tape du poing sur la table vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, une dernière fois, comme il prend le pouvoir face aux médias, et après... Petite nuance, il corrige un tout petit peu parce qu'il sait que ça peut lui être préjudiciable et qu'il faut qu'il récupère des électeurs de Nicolas Sarkozy. Alors Arnaud Benedetti, on l'a remarqué dans l'histoire électorale récente, en France du moins, le candidat, on va dire, favori des médias est rarement le candidat favori des électeurs. Les exemples sont nombreux depuis Balladur. Depuis 1995, il faut se souvenir que Édouard Balladur, en décembre 1994, était donné gagnant par tous les instituts de sondage, par tous les éditorialistes. Le résultat, c'est que Jacques Chirac l'emporte. En 2002, qui aurait pu prévoir le second tour avec Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Donc, en effet, et puis l'actualité récente montre aussi que les différentes prévisions politiques et les différents instituts de sondage, qu'il s'agisse du Brexit au Royaume-Uni ou de la victoire de Trump, les résultats de ces deux consultations ont montré que, bien évidemment, l'opinion réagissait de manière différente. Arlette Chabot, est-ce qu'il n'y a pas une confusion justement sur ce type de sujet? C'est pas parce qu'un média relaie un sondage donnant Alain Juppé gagnant qu'il fait gagner Juppé, précisément. Non, évidemment, moi je comparerais plutôt, si on regarde dans le passé, 2005, la Constitution européenne. Ça, effectivement,
il y avait une grande majorité sur le papier en faveur du oui, et c'était la surprise. Donc le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi des effets de campagne. Il y a des gens qui font de très mauvaises campagnes. On peut dire effectivement qu'Alain Juppé a fait de mauvais débats, a fait finalement une mauvaise campagne, en pensant justement, quand on est favori, il ne faut surtout pas se dire je suis gagnant et assurer la force tranquille façon Alain Juppé, ça ne marche pas. Donc voilà, maintenant, il y a effectivement, les médias relaient ces photographies et c'est très difficile au fond. On relaie ces sondages, mais ces sondages ont du mal à photographier, parce qu'on est vraiment dans l'instantanéité. Et on voit bien que les Français décident à la dernière Sauf que là, on se pose la question des médias et non pas celle des sondages, c'est-à-dire des médias qui relaient les sondages. Qui relaient les sondages. Alors maintenant, les sondeurs se posent des questions aujourd'hui. Les médias vont se poser des questions sur faut-il, on verra, sur la primaire de la gauche, est-ce qu'on commandera à nouveau des sondages sur un échantillonnage qui est quand même très difficile, même s'il paraît large, et avec un électorat tellement fluide qu'on a du mal à mesurer. Donc je pense que les sondeurs se posent vraiment des questions. Maintenant qu'on relaie les sondages, c'est quand même effectivement assez logique. En même temps, il faut que les journalistes se disent qu'il y a des phénomènes à l'intérieur de la société qu'ils auraient intérêt à regarder un peu plus attentivement. Alors à la fin de la semaine s'achèvera une séquence médiatique consacrée à la droite. On va enchaîner avec une séquence médiatique consacrée à la gauche pour les primaires de la gauche. Le CSA ayant décalé son calcul du temps de parole en février, les médias auront équilibré normalement entre la droite et la gauche. Donc la gauche va s'exprimer juste avant la séquence présidentielle et la droite, elle reviendra au micro après un moment d'abstinence médiatique. À votre avis, ce calendrier médiatique, à qui va-t-il profiter? Arnaud Benedetti. Bon, c'est extrêmement difficile de lire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que on voit bien qu'il y a une stratégie aujourd'hui de gestion du temps médiatique de l'ensemble des acteurs politiques. Il suffit de voir la façon dont le Front National actuellement et Marine Le Pen gère sa présence à la télévision pour s'en rendre compte. Or, aujourd'hui, quand même, la différence par rapport au passé, il me semble, c'est qu'on peut gérer médiatiquement avec différents supports son existence et sa visibilité. Si vous voulez, vous n'avez plus besoin seulement de la télévision ou de la radio ou même de la presse écrite pour gérer votre visibilité. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez Internet qui quand même joue un rôle extrêmement important dans la construction du débat et dans la formation des opinions. Donc ça, je crois que c'est un outil qu'il ne faut pas négliger et qui, en effet... Arlette Chabot, sur le calendrier médiatique à venir ? Oui, moi, alors, si on parle du CSA, c'est les règles de l'ORTF, donc ça n'a plus grand sens, au fond. Tout a changé, il y a eu beaucoup de télévision, il y a beaucoup de radio, il y a les réseaux sociaux, tout ça n'a plus grand sens. Alors effectivement, on peut refuser des grandes émissions en prime à la télévision et s'exprimer régulièrement via Internet. Tout est relayé, donc tout ça est... Après, les règles du CSA font que dans la course aux audiences de la télévision, justement, qui ne fait de l'audience qu'avec Mélenchon, Le Pen, Valls et Macron, oui, avec les grands débats de la droite aussi. Ouais. Donc franchement, tout ça est faussé. Je pense qu'il faut tout revoir. Voilà, encore une fois, c'est des règles du passé qui n'ont plus grand sens. Il faut tout remettre à plat. Il faut changer le CSA. Il faut se dire que, comme dans d'autres pays, on l'a dit 10 fois. Vous savez, après chaque élection présidentielle, il y a des réunions au CSA et on dit comment on gère le temps de parole pour la prochaine fois parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et rien ne change parce qu'effectivement, tout ne dépend pas du CSA. Mais au fond, ça doit effectivement changer ces règles. Le CSA doit être une instance d'appel. Vous pensez que le Front National maltraité instrumentalise justement on a déjà connu une période dans une autre élection, dernière campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen, il avait décidé la même chose, de ne pas apparaître, de laisser ses adversaires se déchirer et lui d'arriver à la fin et de parler. Et donc, silence médiatique. Et on avait des consignes pour dire, mais alors que Jean-Marie Le Pen, eh ben non, il y a des stratégies politiques, il y a des stratégies médiatiques. Donc, au fond, des règles archaïques, dépassées, doivent être changées. Merci beaucoup, Arlette Chabot. Merci à tous les deux.